Bonjour Vaillant, ravi de t'avoir ici lors de ce premier sommet des leaders du 21e siècle. Écoute, je vais te laisser te présenter en deux, trois phrases au public pour qu'il sache à peu près qui tu es. Donc nous, on s'est rencontrés pour la petite histoire, la petite intro, à un groupe druidique. Voilà, donc tu as aussi des affinités spirituelles. Merci Martine. Tout d'abord, mes félicitations pour ta première conférence. Je suis vraiment très heureux d'y participer. Donc, je vais commencer par me présenter en quelques mots. Donc, je suis d'origine française, mais c'est un pays que j'ai quitté juste après mes études. Donc, j'ai fait 24 ans après, j'ai fait une carrière dans la Silicon Valley, puis en fait pour émigrer finalement au Costa Rica. Donc, le parcours que je vais vous proposer, c'est comment j'ai pu acquérir mon indépendance financière et donc construire la vie de mes rêves. Et je pense que cette expérience peut être bénéfique à un certain nombre de tes auditeurs. Donc, et aussi en plus aujourd'hui, donc j'ai décidé pour la deuxième partie de ma vie d'aider les autres. Donc, je suis aussi coach de vie, donc, je suis à même de partager mon expérience, soit pour le business, je suis en particulier spécialisé pour les PME, mais aussi dans tout ce qui est guérison spirituelle, relations de couple et euh, on va dire, la possibilité de sortir de tout contrôle mental également. Mais tout peut se voir sur mon site web, vaillant.blog, où j'ai une cinquantaine de blogs sur le site. D'accord, merci pour cette petite présentation. Effectivement, je pense que ça peut inspirer beaucoup de nos auditeurs parce que c'est un sommet qui a vocation à parler de reconversion professionnelle dans l'entrepreneuriat, enfin vers l'entrepreneuriat. L'idée, c'est justement de parler à tous ces personnes qui sont prisonnières d'un boulot métro dodo, enfin pour les Parisiens ou ceux qui habitent dans les grandes villes, qui ont parfois un poste confortable dans une grande entreprise et qui aspirent en fait à avoir une vie plus riche de sens, à être libres et à réaliser leurs rêves et leur mission de vie en fait. Donc toi, quel a été ton parcours? Comment tu en es venu en fait parce que tu as eu des études brillantes, tu as fait Centrale Paris, tu as également eu des études dans une université américaine, si je me souviens bien. Oui, bah, je vais être dès le départ. Eh ben, je pense que c'est parti d'une intention. Et ça, c'est ma tante qui m'a dit que même tout petit, à 10 ans, je lui avais dit que j'allais prendre ma retraite à 40 ans. Donc, c'était intéressant. C'est comme si mon âme déjà savait que j'aspirais à la liberté. Mais c'est vrai que pour moi, la liberté a toujours été euh, une valeur très importante. Et c'est aussi de pouvoir vivre une vie pleine, fait de beaucoup d'expériences. Et c'est vrai que dans le monde actuel, comme tu le dis, on, on est à la proie de beaucoup de contraintes. Et donc, dans ce mode-là, c'est difficile de vivre sa vie, une vie réellement authentique. Donc, oui, j'ai fait des études brillantes. Enfin, on va dire que j'ai eu une enfance difficile. Donc, c'était un peu mon échappatoire. C'est pas l'échappatoire la pire d'être le meilleur à l'école. Mhm. Certains choisissent la drogue. Moi, c'était un peu être le meilleur à l'école. Et donc, grâce à ça, j'ai pu intégrer une bonne école. Mais en fait, je me suis jamais vraiment servi de mon diplôme. Par contre, cette expérience à Centrale m'a été bénéfique parce que un des premiers jours, il y a eu une conférence et c'était plusieurs entrepreneurs centraliens qui se présentaient. Et en fait, il disait, écoutez, en sortant de Centrale, si vous voulez être entrepreneur, c'est vraiment que vous êtes fou parce que avec cette école, vous pouvez avoir un bon poste, confortable, pépère, beaucoup d'opportunités vous seront offertes. Alors que si vous choisissez la vie d'entrepreneur, ce sera énormément de travail, beaucoup de galères, beaucoup de pression. Mais ils avaient une telle passion, une telle énergie, ils adoraient ce qu'ils faisaient que
j'ai compris ce jour-là, à 19 ans, c'est ça que je voulais être, entrepreneur. Et donc, ce qui s'est passé, j'ai eu beaucoup de chance à cette époque, des choses qui n'ont rien à voir avec ma carrière professionnelle, mais plutôt par mes relations personnelles. Mais j'ai postulé à la loterie de la carte verte que j'ai gagnée, donc ça m'a poussé à émigrer aux États-Unis. Donc en fait, j'ai fait mes 2 ans de centrale et tout de suite après, j'ai fait la troisième année dans une université américaine. Donc à 22 ans, j'avais une double maîtrise centrale. Après, bon, moi j'étais un peu, comment dire, j'étais un peu hippie, on veut dire, à cette époque. Donc en fait, j'ai fait une maîtrise plutôt dans la forestry, des choses qui n'avaient pas grand-chose à voir avec centrale. Oui. Je me rappelle, j'avais fait un stage donc, dans les montagnes d'un parc national. Ma thèse était sur la productivité de harvesting des Ponderosa Pine. Mais j'étais très content d'être dans la forêt. Ah oui. Et, mais en fait, ce qui s'est passé, ben, je suis arrivé au bon endroit, au bon moment. Donc, j'ai terminé mes études en 1996. À cette époque, c'était la crise en France, mais c'était le début de l'euphorie Internet. Donc, en fait, même avec un très bon diplôme, j'aurais eu du mal à trouver un poste en France, alors qu'aux États-Unis, c'est très simple. Donc, j'ai débuté en tant qu'ingénieur informaticien chez IBM, directement dans la Silicon Valley. Mais que c'était complètement fortuit, rien n'était programmé, c'était vraiment juste de la chance. Euh, donc, on va dire que mon intérêt pour les choses plus matérielles, parce que moi, j'étais vraiment pas du tout matérialiste étant jeune, j'étais vraiment à fond dans ma quête spirituelle. Euh, mais on va dire, j'ai fait 16 ans 7 ans à fond dans ma quête spirituelle où c'était vraiment mon obsession, c'est de m'éveiller. Mais j'ai atteint pas mal d'états de conscience, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était devenu presque une addiction. Et Que c'était été quoi ton chemin d'ailleurs sur cet éveil spirituel? Qui a été la personne qui t'a inspiré initialement? Est-ce que tu as eu des mentors justement dans cette Ah, plutôt les claques de la vie. Non, c'est plus, on va dire, à cause de mon enfance difficile, j'avais des traumas d'attachement assez compliqués. Donc, quand j'ai eu ma première petite copine qui j'étais vraiment amoureux, et que bien sûr, ça n'a pas marché, et ça pouvait pas marcher vu de tous les troubles affectifs dont je souffrais, ben, ça m'a fait un tel choc que je me rappelle, j'ai pris mon vélo, je suis allé au sommet d'une montagne et là, j'ai eu une expérience d'unité de tout. Et là, ça m'a fait prendre conscience que ben oui, la vie, c'est peut-être plus que gagner de l'argent, d'avoir des enfants, d'avoir une maison. Après avoir eu cette expérience mystique, on va dire, dans mon corps. Et c'est là que j'ai commencé à lire et un certain nombre de maîtres spirituels. J'ai fait une expérience de secte aussi à ce moment-là pendant 3 ans. Et non, j'ai eu des personnes importantes que j'ai croisées, comme tu connais Jacques. J'ai rencontré tout jeune, j'avais 20 ans, donc ça fait déjà plus de 30 ans. Il m'a d'ailleurs aidé à sortir de la secte, ce que j'en suis vraiment très reconnaissant. Et donc là, j'ai fait beaucoup, on va dire, d'exploration et j'ai eu beaucoup de prise de conscience. Mais en même temps, au bout de 7 ans, je me suis trouvé un peu déconnecté des gens en général, de la vie. Et là, donc j'ai créé l'intention oui, d'attirer à moi de fonder une famille, d'attirer une femme. Mais en fait, j'ai attiré une femme assez matérialiste, une oui. d'origine juive russe. Et on va dire, en étant un bon codépendant, il fallait je, que je sois utile pour être aimé. Donc, en fait, c'est par cette relation indirectement que j'ai voulu créer, on va dire, une certaine abondance matérielle. Donc, again, c'est venu de manière très fortuite. Mais dans cet itinéraire, donc, après, une fois que j'étais avec ma femme de l'époque,
J'ai lu Rich Dad Poor Dad de Robert Kiyosaki, mais c'était il y a longtemps, c'était quelques années après qu'il ait paru son livre. Mais c'est un livre qui m'a vraiment marqué et je recommande vraiment à toute personne de le lire. Il n'est pas encore trop obsolète. Donc, dans ce livre, de manière très simple, il explique OK, la différence entre un actif et un passif. Est-ce que tu veux que peut-être très rapidement, Oui, oui, euh, tu peux effectivement dire très rapidement en quoi ça consiste. Que ah c'est... ben, c'est très important. Par exemple, on peut avoir un prêt et un prêt peut être un actif ou un passif. Si ce prêt te permet de gagner de l'argent, par exemple, imagine que tu achètes une maison et cette maison gagne plus de valeur que tes intérêts. C'est un actif. Par contre, si tu prends un prêt pour t'acheter une belle voiture, pour te faire un peu mousser avec l'espoir de t'attirer à toi des jolies filles, non, ça c'est un passif parce que là, tu n'as pas vraiment de retour sur investissement de ton prêt. Donc toi, des choses très simples comme ça. Euh, il a dit que en fait, pour devenir riche, il y a deux clés. C'est la première, il faut utiliser l'argent des autres. Donc, c'est principalement on va dire principalement les banques, mais ça peut être aussi des investisseurs. Mhm. Et utiliser le temps des autres. Donc, si tu es un entrepreneur, ben oui, tu vas avoir des employés, tu vas avoir des gens qui travaillent pour toi. Donc, ils vont te donner du temps et c'est comme ça que tu vas pouvoir créer de la valeur. Euh, et aussi, ce qu'il parlait, c'est vraiment d'investir sur son éducation financière. Parce qu'à l'école, moi, j'ai fait des bonnes études, mais je suis le premier à dire que j'ai appris pratiquement rien à l'école. Tout ce que j'ai appris, ça ne sert à rien. Ça te servait à être un bon employé. Ouais, même, oui, non, j'ai appris à apprendre, ça, j'en suis très reconnaissant. Mais tout ce que j'ai appris, une culture générale, je pense que ça sert bien. Bon calcul mental, la règle de 3. On va dire 99% des choses que j'ai appris ne m'ont jamais servi dans ma vie. Alors que des choses très basiques, tu vois, par exemple, l'éducation financière, on l'éduque pas à l'école, alors que c'est vraiment primordial. Ou Complètement. alors à être un bon parent, ou alors euh, être bien dans un couple. Donc, toutes les choses de la vie, on ne les apprend pas à l'école. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Oui. Et donc, par contre, très important, investir dans son éducation financière. Et aussi, il parlait c'est très important de minimiser ses impôts. En France, je crois qu'on est à un des taux d'imposition les plus importants au monde. Des États-Unis aussi, c'est important, principalement en Californie. Donc, si tout ce que tu gagnes, ben 40, 50%, 60% s'en vont, ben, tu vas pouvoir, on va dire, accumuler une certaine richesse beaucoup plus lentement. Donc, Oui. toi, c'était certaines règles de base qui m'ont marqué. Et en fait, j'ai décidé d'essayer d'appliquer ces principes. Et, euh, et en fait, je sortais à l'époque de la bulle Internet. Donc, je pense que c'est avec cette expérience que j'ai plus été focalisé sur l'immobilier que sur la bourse. Parce qu'en fait, dans les années 90, il y a eu cette bulle. Et je me rappelle, j'avais 5 000 $ d'économie. Et, et j'ai commencé à investir dans les sociétés Internet. J'avais même investi à Amazon à l'époque, mais j'avais revendu très rapidement. J'aurais dû garder. Et très rapidement, ces 5 000 $ montaient, montaient, montaient. Donc, au bout du compte, j'ai dû mettre 20 000 $ de mes économies parce que je travaillais à l'époque. Et c'est monté à 100 000 $. Donc, j'étais très, très, très content. Et sauf que j'ai pris trop de risques. Après, la bulle a éclaté et de ces 100 000 $, il est resté 3 000. Ah oui, waouh! Donc en fait, j'avais perdu 85% de tout l'argent que j'avais investi. Donc, c'était un vrai casino. Ouais. Et aussi, je faisais plein de modèles mathématiques pour essayer de vaincre le marché. Et en fait, je me suis compte que les dés étaient, comment dire en C'est un français, peu pipé. L'idée, c'est un peu pipé, non? Mm. voilà, aider un peu pipé, qu'à mon niveau, ce serait très difficile de. En plus,
au lieu de bosser dans mon travail, je passais la moitié du temps à faire mes stocks, donc j'étais devenu improductif, on va dire. Euh, et à l'époque, donc je louais des chambres dans des maisons et j'ai le propriétaire, qui est un gars très sympathique, qui doit avoir une quinzaine d'années de plus que moi. Lui s'était mis à la retraite carrément à 30 ans parce qu'il avait fait quelques bons investissements immobiliers. Il louait ses maisons et il avait la belle vie. Et j'ai eu quelques rencontres comme ça également, où j'ai compris qu'en fait, l'immobilier, c'était vraiment un bon filon, et c'est ce que Robert Kawasaki parle beaucoup aussi dans son ouvrage. Et donc, j'ai appliqué ça. Mm. Donc, j'ai commencé, on va dire, vraiment en 2002 avec mon épouse de l'époque. On a acheté notre premier bien immobilier pour 360 000 dollars et on a dû mettre 10%. Donc, on a dû investir ensemble 36 000 dollars. Et c'est tout ce qu'on avait à l'époque. On est vraiment parti de rien. Et donc, j'ai fait le petit calcul. Donc, 22 ans après, et en étant seul, donc en fait, on va dire, puisqu'elle avait mis la moitié, on va dire que je serais plutôt parti à 18 000 dollars. Et aujourd'hui, tout seul, puisque je suis divorcé aujourd'hui, j'ai 5 millions de dollars de patrimoine net immobilier. Donc, en faisant mon petit calcul, Ah, je ne t'entends plus. Qu'est-ce qui se passe? je suis toujours là. Ah oui, voilà, j'entends à nouveau. Donc, en faisant mon petit calcul, donc de manière très consistante, j'ai pu créer un rendement pour moi-même de 25% par an sur 22 ans. Oui, je Et pense qu'il n'y a aucune stock option ou investissement à la bourse qui peut garantir 25% par an. Enfin, c'est... Ouais. ouais, et j'ai regardé Madoff. Même Madoff, il était devenu milliardaire. Il garantissait juste entre 10 et 12% à ses investisseurs. Et on sait tous que c'était une pyramide et que c'était une vraie escroquerie. Et donc, moi, enfin, je le promets à personne parce que, comment dire, je préfère prendre mes propres risques. Et j'ai eu aussi une entreprise et je sais la difficulté à manager les investisseurs. Donc, je fais tout pour moi-même, par moi-même, je prends mes propres risques. C'est beaucoup plus simple, mais on va dire avec un risque assez faible. euh, une fois qu'on s'y connaît, j'ai pu quand même, sur une très longue période, avoir un retour sur investissement important. Donc, quelles ont été les clés de ce succès? Premier, c'est le levier avec l'argent des banques. Et même aujourd'hui, j'ai encore plus de 3 millions de dollars de dettes. Donc, en fait, mon patrimoine immobilier, il est plus à 8, 9 millions, mais j'ai enlevé tout ce que je dois. Et Mmh. même, j'ai des taux d'intérêt assez importants. On va dire que sur ces 3 millions, j'ai un taux d'intérêt à 4% et l'autre moitié, c'est à 8%. Donc, c'est quand même des taux d'intérêt importants. Euh, Oui, effectivement. Mmh. alors, qu'est-ce qu'il faut savoir faire pour l'immobilier? Ben, le plus important, c'est vraiment la sélection de la propriété. Comme on dit, location, location, location. Il faut savoir où acheter, où les gens gagnent beaucoup d'argent. Donc la Silicon Valley, pour ça, c'était très bien. Mais on va dire une dizaine d'années, j'ai beaucoup changé dans l'Utah parce que la démographie changeait. Comme on sait, c'est un pays de Mormons. Les Mormons font énormément d'enfants, mais aussi ils sont très, très pro-business. Donc il y a eu beaucoup d'immigration dans l'État d'Utah. C'est un très bel État. Et donc, le Texas aussi s'est beaucoup développé. Par contre, la Californie, la démographie est en perte aujourd'hui. Ah oui. Donc, il faudrait plutôt investir dans des lieux où il y a plus de monde et il y a des entreprises qui marchent bien. Et donc, Et les aussi, États-Unis, pour toi, c'est toujours un bon endroit où investir? Pour un Français, oui, par exemple, un Français, tu lui conseillerais quoi? Ou alors, il faudrait enfin, il y a peut-être des ressources, où toi, tu as trouvé tu as fait ton étude de marché sur Internet via Google, tu t'y es pris comment en fait? non, je pense l'immobilier, il faut le faire localement. Donc, il faut commencer là où on est. Si tu es français vivant en France, tu démarres en France,
tu essayes de trouver des opportunités, tu essayes de voir quelles sont les villes qui se développent. Non, il faut pas le faire à distance. C'est pas, moi, ça a marché aux États-Unis parce que je vivais aux États-Unis. Si Mhm. quelqu'un vit en France ou en Afrique ou en La Réunion, ils doivent commencer là où il est. Je pense qu'il y a des opportunités partout. Mais Oui, il faut éviter d'aller dans des territoires que l'on ne connaît pas. Il faut vraiment devenir un expert local. Et alors, par contre, les choses qui sont applicables partout, c'est il faut avoir peut-être une belle vue, il faut être proche de transport, proche d'une autoroute. Donc, il faut éviter les quartiers où il y a l'insécurité. Il faut aller là où il y a des bonnes écoles. Donc, c'est toujours le lieu qui est vraiment le primordial. Euh, oui, parce et que toi, aussi, en fait, tu t'es vraiment concentré en plus sur, au départ, sur la location longue durée. Est-ce que tu as fait aussi de la location courte durée, il me semble. oui, j'ai un peu tout fait. Ce que je recommande à chaque personne, c'est d'abord de commencer à acheter sa propre maison. Tout doit démarrer de là. Mhm. Euh, c'est important d'avoir un lieu où on se sent bien, que l'on peut décorer, où on peut avoir le contrôle de la propriété. Ça fait partie de la liberté de pouvoir contrôler sa maison. Je suis Donc, entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu en parles parce que il me semble que Robert Kiyosaki, lui, justement, ne conseille pas d'investir dans sa propre maison. Mais pour moi, c'est un conseil un peu erroné. Enfin, et je pense qu'il le prenait plutôt dans une, comment dire, il y a ils achètent une maison plus grande, encore plus luxueuse. Donc là, la maison devient un passif plutôt qu'être un actif. voilà, Euh, donc, si la maison, c'est quelque chose pour, on va dire, bluffer tout le monde, être un signe extérieur de richesse et te donner des choses dont tu n'as pas vraiment besoin, oui, ça devient passif. C'est ce qu'il voulait dire. tout à fait. Mais, mais non, je pense qu'il sera d'accord avec moi, c'est que d'ailleurs, Warren Buffett, l'investisseur le plus riche au monde, puisque si on regarde Alors, par contre, de temps en temps, zut, je t'ai plus entendu. désolé, je vis au Costa Rica et c'est pas toujours les meilleures connexions, mais là, tu m'entends? Oui, là, je t'entends à nouveau, mais on t'a perdu sur Warren Buffett. Oui, donc Warren Buffett, c'est l'investisseur le plus riche au monde. Si on voit les gens les plus riches au monde, c'est pratiquement que des entrepreneurs, sauf lui qui est vraiment un investisseur. Euh, donc, si on veut être très très riche, ça prouve que l'entrepreneuriat est quand même le mieux. Mais ce que Warren Buffett, il applique ses propres principes. Je crois qu'il vit dans la même maison depuis 40, 50 ans. Mhm. Alors que sa richesse, peut-être il y a 40, 50 ans, peut-être il était assez affluent, mais c'était le haut de la classe moyenne. Alors que maintenant, c'est une des personnes les plus riches au monde. Mais il vit dans une maison encore très simple parce qu'il dit, bah, j'ai pas besoin de plus. Donc on voit qu'un excellent investisseur applique toujours ses propres formules, même à outrance, parce que pour lui, ce n'est Oui, c'est vraiment vrai, pas. c'est ce que j'allais dire. Lui, le truc, c'est que là, il en a plus vraiment besoin, en fait, hein. Il pourrait quand même se permettre de s'offrir le luxe d'avoir Non, une maison. l'investissement, Ouais. l'investissement, c'est une discipline. Mhm. Et on garde ces disciplines en fait sur la vie. Et c'est là où les Français ont un avantage. Moi, je vois la culture américaine, les Américains ont toujours besoin de dépenser plus. Le Français, il économise très bien. Il sait toujours garder son petit pécule, son bas de laine, comme on dit. Donc ça, il peut l'utiliser à son avantage et garder. Ça, c'est une des clés apportées par Robert Kiyosaki aussi. Il faut savoir ne pas trop dépenser. Faut toujours savoir économiser pour que le maximum de ces économies aille justement dans des actifs et que ces actifs puissent se développer. Mais pour revenir aux les clés immobiliers, c'est quand donc on démarre par sa maison et après, une fois, ben, on a une famille, on a des enfants, ça devient trop petit, donc là on peut acheter autre chose. Mais au lieu de vendre
le premier appartement qu'on avait, là, il faut le louer, tu vois. Oui. Et c'est comme ça qu'on démarre. Alors, ce qui est important, c'est beaucoup de discipline, c'est-à-dire, c'est quand même un peu de travail hein, quand on a des biens immobiliers, mais il faut minimiser les vacances locatives parce que ce sont des pertes sèches. Il faut aussi savoir manager son risque. Donc, beaucoup de gens en 2008 se sont retrouvés ruinés parce ils avaient beaucoup trop de leviers. On ne peut pas simplement compter sur l'appréciation immobilière. Il faut s'assurer d'avoir un cash flow ou alors de ne pas perdre d'argent. Parce que imagine que tu prends trop de risques et que tu comptes simplement que toutes tes propriétés vont gagner. Donc, tu te dis pas de problème, je peux avoir un cash flow négatif de 10 000, 15 000 dollars par mois parce que je peux récupérer un prêt derrière. Sauf que s'il y a une grosse crise économique, tout est gelé. Mm. Donc, il faut avoir la discipline que non, je veux m'assurer que je peux tenir 2 ans dans une grosse crise. Donc, on prend du levier, mais on n'en prend pas trop. Sinon, on prend trop de risques. Donc, c'est là où l'éducation financière est très importante. Il faut savoir à quel niveau de risque, par rapport à son âge, par rapport à sa profession, par rapport à son revenu que l'on peut prendre. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Oui, et puis bénéficier de l'expérience d'autres entrepreneurs, justement, pour éviter de faire les mêmes erreurs. Euh, Parce que sinon, c'est un peu dommage de reproduire. Moi, je me rappelle de pendant l'euphorie immobilière, on m'avait proposé des prêts comme ça négatifs, où en fait, pendant 1 ou 2 ans, ils te donnent même de l'argent. Enfin, c'était incroyable. Et c'était les subprimes. Donc, en fait, tu, tu achetais une maison très, très chère et ils retiraient l'argent automatiquement de la future valeur de ta maison. Et sauf que les taux d'intérêt n'étaient pas du tout fixes. Donc, moi, je me rappelle un gars que je connaissais qui il a essayé de me vendre un de ses prêts. J'ai fait mes calculs. J'ai dit, écoute, ton truc, c'est beaucoup trop risqué. Je me rappelle, il s'est mis en colère contre moi en disant que je ne connaissais absolument rien. Et je crois qu'après, il a tout perdu. Donc, il faut savoir, oui, oui, il faut savoir analyser les choses, surtout de matière, dans la manière financière. Oui, et puis Donc, peut-être écouter plusieurs experts, plusieurs avis. Et ça, c'est vrai aussi simplement en tant que bon gérant de sa maison quand on devient propriétaire et qu'on a des travaux. C'est toujours conseillé de demander des avis de plusieurs artisans plutôt que d'avoir un seul devis. il ne faut surtout pas croire les experts. On a bien vu ça pendant la période Covid. Hein. Si- souvent, les experts vont nous mener complètement dans les mauvaises directions. Donc, il faut devenir un expert soi-même. Après, il faut écouter beaucoup d'opinions. Il y en a qui vont raisonner plus que d'autres, mais il faut même éviter le terme d'expert hein, parce que, bon, il y a quelqu'un qui est expert un jour, une autre année, ça n'a pas du tout marché. Donc, vraiment développer l'esprit critique. Donc, parlons des avantages de l'immobilier. Un, ça prend relativement peu de temps. C'est un des business, une de types des entreprises qui sont les plus faciles à gérer. Donc, il y a un peu de communication, location, un peu de contrat, mais par rapport à gérer une entreprise de logiciel comme j'ai fait, c'est du gâteau. Et donc même aujourd'hui, on va dire, j'ai une douzaine de biens. Je travaille pas plus de 5 heures par semaine sur mon immobilier, ce qui me génère beaucoup de temps sur le côté. Et en plus, je peux tout faire à distance, puisque pratiquement 90% de mes biens sont aux États-Unis et j'y passe que 2 mois par an. Donc, ce qui est génial aussi avec l'immobilier, c'est le contrôle. C'est des biens physiques que l'on contrôle. Alors que si j'achète Procter et Gamble ou Air Liquide, je n'ai aucun contrôle sur cette société. Je peux lire des rapports, mais je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Euh, Et c'est justement, par rapport à toi, de la manière dont tu gères ton immobilier, est-ce que tu es à 100% dans la longue durée ou est-ce que tu as une partie longue durée, une partie courte durée?
Et pourquoi tu as fait ce choix-là? Ben, d'abord, j'étais à 100% dans la longue durée. Il n'y avait rien d'autre qui n'existait. Airbnb n'existait pas quand j'ai démarré l'investissement immobilier. Par contre, je m'y suis mis en 2017. J'ai eu une opportunité. En fait, ça s'est passé tout à fait par hasard. J'ai acheté une grande maison victorienne que j'ai refaite en 4 petits appartements. Et un gars qui a loué un des appartements, il m'a dit, est-ce que je pourrais, pardon, est-ce que je pourrais le louer en court terme? Je dis, il y a pas de problème. Donc, ça a bien marché. Je me suis dit, ben, pourquoi je ne te donne pas les 4 appartements au lieu que tu prennes le principal? Et on a fait un deal ensemble. Et, et après 1 ou 2 ans, j'ai eu un conflit avec cette personne, donc on s'est séparés. Et donc, j'ai tout fait moi-même en direct. Et alors, c'était beaucoup plus, enfin, c'était plus de management, mais ce que j'ai vu que je pouvais je pouvais monter mon revenu, on va dire, de 40%, même après tous les frais de ménage et tout. Donc, j'ai continué, en fait, ce que j'ai fait, parce que je voulais pas non plus être esclave de ce business. J'avais une femme de ménage qui était très intelligente. Et donc, je lui ai fait un système où elle devenait le manager de mes Airbnb, où elle avait une prime en fonction des revues et de sa performance. Et donc, j'ai fait ça, on va dire, 6, 7 ans. Et ça marchait très, très bien. Jusqu'au moment où euh, la ville de Salt Lake City, justement, m'a dit non, c'est interdit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, les villes sont vraiment pilotées par les lobbies hôteliers. Malheureusement, il y a beaucoup de corruption partout dans le monde. Ils disent non, non, vous ne pouvez pas faire ça parce que vous empêchez les gens de se loger avec des coûts raisonnables. C'est pas du tout ça. C'est simplement que les hôtels veulent s'en mettre plein les poches. Ils ne veulent pas de compétition. Mais bon, donc j'ai eu beaucoup d'amendes, j'ai eu beaucoup de batailles avec eux. Donc à un moment, j'ai dit, c'est beaucoup trop de stress. Je reviens sur le long terme. J'ai vraiment pas eu le choix. Je me suis battu comme j'ai pu, mais la lutte était inégale, donc je me suis retiré. C'était pareil aussi pour les agences de copropriété. Donc j'avais plusieurs maisons comme ça. En plus, dans des lotissements de maisons, la copropriété ne fait rien. On devait payer 100 $ par an. Ils sont complètement inutiles, mais ils ont quand même beaucoup de pouvoir. Et ils ont commencé à mettre des règles que chaque fois, si te prenaient que tu avais une location de moins d'1 mois, ils te donnaient une amende de 500 $. Et en Ah oui, plus, tu sais, ils t'épiaient le voisin, il appelait tout de suite. Enfin, c'était vraiment le calvaire. Donc, j'ai dû arrêter tout mon court terme en 2 ans, ouais. entre la ville, les agences de copropriété. Donc, c'est pour ça qu'il faut suivre les cycles et qu'il faut être souple. Parce que ce qui marche très bien quelques années, il y a un changement de régulation, ben, ça marche plus du tout. Donc beaucoup de gens s'étaient mis à corps perdu dans le Airbnb. Et s'ils avaient justement pris trop d'effets de levier, ben, ils sont morts Tout à fait. C'est économiquement. pour ça que quand on fait son étude de rentabilité, il faut vraiment regarder que ça fonctionne en longue durée. Et tant mieux si ça marche, si on peut le faire en courte durée. Mais c'est vrai qu'au moins, s'il y a ce genre de problème que tu as vécu, ce genre de contraintes, eh bien, on peut rester rentable en fait. Exactement. Ou survivre. Quelquefois, le mieux qu'on peut faire, c'est survivre. Mais il faut toujours imaginer le pire et savoir qu'on peut survivre au pire. C'est pour ça qu'il faut toujours aussi avoir du cash disponible. Parce que dans l'immobilier, il faut faire la rénovation. Peut-être quelque chose va se casser, ça va te coûter 30 ou 40 000 $. Donc, il faut toujours avoir quand même des réserves financières en cas d'imprévu. Alors, ce qui est aussi génial pour l'immobilier, c'est le risque est limité. On va dire, à moins qu'il y ait le seul grand risque de l'immobilier, c'est s'il y a beaucoup moins de personnes. On va dire s'il y a une guerre ou alors plein de gens ou une pandémie qui est cette fois réelle
et vraiment qu'il y a beaucoup de moins de gens sur Terre, oui, là, mon immobilier va beaucoup souffrir. Mhm. Mais c'est cataclysmique. Mais comme je dis aux gens, si quelque chose comme ça se passe, mon rendement immobilier, c'est la dernière de mes préoccupations de toute manière. Oui. C'est moins risqué que la bourse de ce côté-là, puisque là, la bourse, bon, dans les 40 ans que j'ai vus, un certain nombre de fois, on a vu la bourse s'écrouler de moitié du jour au lendemain sans qu'on ait rien vu de venir. Mhm. Tandis qu'à l'immobilier, on peut voir un peu venir. Par exemple, 2008, ça a pris quand même 3 ans pour atteindre le bas du marché. Donc, si tu étais assez rapide, tu aurais pu quand même vendre ton bien assez tôt et pas tout perdre. Mhm. D'accord. Donc, une fois, et c'est vraiment quelque chose que tu peux connaître. Quand tu vois, par exemple, dans la bourse, ils avaient fait cette étude, ils avaient pris vraiment des experts, des gens avec 30 ans d'expérience en tant qu'investisseurs. Et après, à côté de ça, ils avaient pris des singes qui jouaient au dé par rapport à la sélection des stocks. Ils avaient comparé les résultats des deux. Et en fait, les singes avaient de meilleurs résultats que les experts. D'accord, Surtout incroyable. que tu peux pas, tu peux lire tous les rapports au monde, tu peux pas contrôler le marché de la bourse. C'est Mhm. vraiment un marché trop complexe, trop Mhm. chaotique, trop aléatoire. Et puis, même Warren Buffett, il ne fait pas du day trading, il fait du long terme. Donc, avec l'immobilier, on est beaucoup plus en contrôle de son destin, on va dire. Alors, je ne suis pas un expert de la fiscalité en France, mais en tout cas aux États-Unis, les avantages fiscaux au niveau de l'immobilier sont extraordinaires. Euh, Grâce à la dépréciation qui est un faux frais, en fait, vous n'avez jamais vraiment payé d'impôts. Tout Mhm. peut être exonéré. En plus, il y a une autre loi qui s'appelle le 10-31 aux États-Unis. Donc, vous pouvez vendre un bien, gagner beaucoup d'argent. Et si, dans la mesure où vous le réinvestissez dans les 3 mois, vous ne payez aucun impôt sur la plus-value. Donc, c'est encore extraordinaire. Euh, alors, l'autre avantage, c'est aussi une excellente protection contre l'inflation et aussi contre les empêcheurs de tourner en rond. Moi, par exemple, j'ai eu le malheur d'avoir un sale divorce où mon ex était obsédée pour me détruire financièrement Ah oui? et mon immobilier est sauvé. Donc, elle a été donc j'avais très peu de cas, j'avais gardé tout mon patrimoine dans l'immobilier. Et elle avait des jugements contre moi, mais en fait, la possibilité de prendre un bien avec un jugement, c'est un procédure très, très, très long. Donc, ça a été une très bonne, un très bon barrage contre des attaques judiciaires vraiment terribles. Heureusement, tout est derrière, on a fait la paix, Oui, mais ça a été une forteresse, on va dire, pour protéger mon patrimoine. Et je parle d'expérience. d'accord. Euh, alors, il y a aussi des désavantages. Ça demande beaucoup de patience. Comme on dit dans l'immobilier, les vendeurs sont les perdants. Souvent, on commence à gagner après 10 ans dans l'immobilier. Aussi, c'est pas très liquide. C'est vrai que bon, vous avez du air liquide, vous avez besoin d'argent, vous le vendez dans la journée, terminé. Sauf si vous voulez, vous pouvez pas maîtriser forcément le cours. Tandis que l'immobilier, non, ça va prendre. Dans un bon marché, vous pouvez vendre en 2 ou 3 mois. Dans un mauvais marché, ça peut prendre des années. Il y a aussi la maintenance. Ça demande un peu de travail, pas énormément, mais il y a des coups de fil à prendre. Il y a de temps en temps des locataires qui sont pas très sympas. Heureusement, aux États-Unis, la loi est du côté des propriétaires. Tandis que je pense qu'en France, loi est plutôt du côté des locataires. C'est ce que j'ai entendu parler, mais encore, je ne suis pas Oui, un oui, tout à fait. expert C'est plutôt ça, et j'ai entendu beaucoup d'histoires l'extérieur. d'horreur en France Ouais. là-dessus. Ouais. Euh, le positif cash flow, parce qu'en fait, il faut arriver un jour ou à un autre de pouvoir vivre des revenus locatifs. Ça prend de nombreuses années pour y arriver. Au début, on gagne plutôt par l'appréciation du bien. Et aussi, c'est les lois. Je veux dire, en France, en ce moment, beaucoup de peur qu'ils vont ponctionner plus les propriétés parce que les Français, où sont encore leurs richesses, beaucoup dans l'immobilier. Donc, le gouvernement va vouloir ponctionner plus. Donc, et ça, malheureusement, on est impuissant vis-à-vis de ça.
l'État peut augmenter les impôts à tout moment sur nos biens. Euh, donc ça, c'est un autre désavantage. Après, il y a toujours Donc, les... fiscal, mais bon, c'est vrai que Ouais. ouais. Mais dans tout le projet que j'ai fait en 20 ans, j'ai fait à peu près tout. Donc, j'ai acheté mes propres biens, mes propres maisons. J'ai fait beaucoup de rénovations. Donc, quand on a un bien, c'est toujours bien de regarder quel est son potentiel. Peut-être on fait une division, on améliore une cuisine, on améliore une salle de bain. Donc, il faut toujours investir pour maximiser le potentiel du bien immobilier. Et c'est comme ça qu'on crée la valeur aussi. C'est un travail. Donc, pour gagner de l'argent, on crée de la valeur. Euh, donc le locatif, j'ai fait du court terme, du long terme, comme j'ai expliqué. Mhm, J'ai converti du résidentiel à du commercial. Euh, j'ai fait aussi la construction d'une maison de rien, donc où j'avais un terrain, où j'ai fait les plans et je suis passé par tout le processus de permis. Bon, c'est un autre sujet, c'était assez complexe. À la fin du compte, j'ai gagné pas mal d'argent avec ce projet, mais ça a été risqué. Ça m'a créé énormément de stress. Donc, mhm. donc, plus de risques, plus de possibilités de gain, plus de possibilités de se casser la gueule. C'est comme pour tout. Oui, ça, c'est c'est une tendance générale. Euh, mais alors donc pour quelqu'un qui démarrait dans l'immobilier, donc tu conseilles initialement bah, d'acheter sa propriété. Je pense qu'effectivement c'est un excellent conseil parce qu'on peut, il y a plein de moyens de même en étant en habitant son logement, bah, de le rendre rentable, par exemple en louant une chambre ou ce genre de choses. En Les, faire un voilà, actif. les choses simples sont les meilleures toujours. Donc Mm, oui, si tu loues une partie de ton bien, c'est l'idéal. Tu peux faire du Airbnb. Je crois que tu as beaucoup moins de limitations si tu vis dans ton bien par rapport à un Airbnb. Mais une fois que tu as maximisé la valeur locative de ton bien ou tu as terminé tes rénovations, c'est bien dans ce cas-là de le passer en locatif et de passer à autre chose. Où tu mhm. es tout le temps dans un mode à améliorer des biens immobiliers. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'éviter d'avoir un cash flow négatif parce que c'est beaucoup trop stressant. Tu perds ton emploi, tu as un cash flow négatif, le marché est mauvais, là, tu risques de tout perdre. Donc, tu sors de ton bien quand tu sais que tu peux générer un petit cash flow positif qui va te protéger. Bah oui, oui, et puis il faut pouvoir aussi, si tu sors de ton bien, c'est parce que tu en rachètes un autre ou c'est parce que tu vas louer un autre bien pour y habiter? Le mieux, c'est oui, je crois que ça dépend de la situation de chacun. Mais Hmm, les choses sont toujours les meilleures. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Ça dépend d'accord. des opportunités de chacun. Peut-être qu'ils ont un bout de terrain qu'ils veulent construire. Ici, là, j'ai quelqu'un qui m'aide en ce moment. Il est assez bon dans la construction. Il veut créer un tiny house. Donc, pour lui, l'idée, c'est d'acheter un terrain et de tout faire lui-même. Oui, d'ailleurs, ça, c'est un sujet très intéressant parce que maintenant, on peut, pour ceux qui en plus ont envie de changer un peu de mode de vie, d'aller à la campagne ou dans un cadre idyllique comme toi au Costa Rica, bah, il y a cette solution éventuellement d'acheter un petit terrain et de faire construire une tiny house, d'autant plus que ça se joue très bien en plus sur les plateformes de courte durée comme Airbnb, Booking, etc. Ah Donc, oui, et puis il y a un tel bonheur à travailler son terrain. Ça, c'est un peu le rêve que je vis aujourd'hui. Et t'as pas mon terrain ici, il ne fait que 7 000 m², mais on a plein d'animaux, on maximise l'utilisation de l'eau, on a fait des serres, donc on peut être vraiment très très créatif avec, avec un terrain. Et aussi en cas de gros pépins, c'est la meilleure assurance que tu peux avoir où tu crées tu fais grandir tes propres légumes, tes œufs, ta viande, tout peut venir de chez toi. C'est vraiment extraordinaire et ça donne beaucoup de plaisir. et de Et ça vie. te permet d'être créatif.
Bah oui, en plus, ça te permet de développer ton autonomie parce que en ayant toi aussi ta propre nourriture, il y a ce plaisir de, voilà, de faire grandir ses propres légumes et de les déguster. Et puis, bah, il y a aussi le fait de plus dépendre, de plus avoir à dépendre de fournisseurs extérieurs et d'être autonome, en fait. Oui, ça crée beaucoup de paix intérieure, c'est très important. Donc, je vais passer au prochain sujet qui est l'entrepreneuriat, puisque je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans. Et, et moi, j'ai compris que je voulais être entrepreneur à 19 ans, même si ça m'a pris 7 ans pour vraiment démarrer, parce que je me suis dit, bon, il fallait quand même acquérir une certaine expérience. Ça, c'est une chose que les gens ne se rendent pas compte. Il y a un fossé énorme entre être employé et être entrepreneur. Vraiment, ça se prépare. Alors, une des raisons pour laquelle je crois que c'est plus important d'être un entrepreneur, c'est que le travail ne paye plus. Les salaires ont été vraiment plats depuis 30, 40 ans. Peut-être ils ont augmenté, on va dire, à 1 ou 2% par an en moyenne, alors que l'inflation en moyenne a plutôt été de 8% par an. Donc, en fait, quand tu étais employé, tu gagnais bien ta vie, tu avais une maison chouette, une voiture, plein d'activités de loisirs sympathiques, des belles vacances il y a 40 ans, alors qu'aujourd'hui, tu es juste un esclave et à partir du 15 du mois, souvent, il ne te reste plus Ouais, rien en étant employé. Donc, ouais. les choses ont changé. En même temps, quand tu es entrepreneur, ben, tu vas grandir beaucoup plus. Tu n'es plus protégé par ton employeur des réalités de la vie. Ça va te faire grandir. Donc, ça va te permettre de maximiser ton potentiel. Et aussi, si tu veux vraiment gagner assez d'argent pour vivre la vie de tes rêves, tu peux gagner beaucoup plus d'argent beaucoup plus rapidement en étant entrepreneur. C'est pour ça que les hommes les plus riches au monde, comme je te l'ai dit, sont tous des entrepreneurs. Et en plus, tu as la double de levier. Tu peux utiliser l'argent des autres, on va dire les investisseurs, plus le temps des autres, comme dirait Robert Kiyosaki, et encore être en contrôle de ta destinée. Donc pour moi, j'ai migré aux États-Unis. Ah, on t'a perdu. Alors, est-ce que ça va revenir? Es-tu à nouveau avec nous, Vaillant? Ah, zut. Allô, allô? Allô? Vaillant? Oui, donc on te retrouve, hein. Donc tu as migré aux États-Unis? Il y a eu un orage et l'électricité s'est arrêtée quelques secondes. Ah oui. Euh, oui, donc pendant 7 ans, j'ai essayé d'apprendre un peu tout. Donc j'ai été ingénieur informaticien, j'ai été manager, j'ai fait un peu de vente, j'étais chef de produit. Et je me suis rendu compte qu'il me manquait quand même quelques compétences. Donc j'ai créé une NGO, on dit en français, enfin, une non-profit organization. Donc j'organisais beaucoup d'événements pour la communauté française dans la Silicon Valley. Mhm. Et cette expérience, j'étais un des fondateurs, m'a permis justement de finaliser mon éducation. Donc, j'ai appris tous les aspects légaux et les aspects financiers à gérer une structure. Et je suis heureux de l'avoir fait dans une structure qui était à faible risque, puisque c'était juste non-profit, donc sans but lucratif. Et Et en plus, ça m'a permis de créer mon réseau. Je pense qu'avant de se mettre à créer une entreprise, il faut vraiment créer un réseau important. Mhm. C'est Tout à critique. fait d'accord. Et c'est d'ailleurs une des choses que j'enseigne, mais c'est un autre sujet. Ah, mais exactement, c'est pour ça.
en fait, crées un réseau autour de ton événement où les gens peuvent se rencontrer. Donc, encore, ce que tu fais est très important. Donc, après ces 7 ans, j'étais prêt à me lancer à l'eau. Et là, j'ai fait pas mal d'expérimentations. J'ai fait un certain nombre de choses. Là, on va dire la plupart n'ont pas marché. Quand on est entrepreneur, faut comprendre que l'échec fait partie de... Du succès. C'est un tremplin vers le succès d'une certaine manière. Voilà, ben on échoue 90% du temps et on réussit 10% du temps, Mm. mais ça suffit pour avoir beaucoup de succès. Donc, j'ai essayé l'immobilier, mais j'ai essayé, enfin, pas en tant que d'investisseur, mais j'ai été agent immobilier, j'ai été courtier de crédit, j'ai essayé, j'ai fait du conseil pour les régions françaises, j'ai aidé les entrepreneurs français à s'installer aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Donc, j'ai fait pas mal de petites choses qui marchaient un petit peu, mais pas au niveau que je souhaitais. Donc, au bout de plusieurs années, en fait, je suis revenu à mes premiers amours, l'informatique, mais j'ai trouvé une très bonne niche qui était dans le secteur de la santé, et c'est là où je me suis engouffré. Donc, mais ça m'a pris 4 ans avant de trouver ma niche. Oui, pendant 4 ans, j'ai pas mal galéré. Donc ça, c'est très important de persévérer. Donc, une fois que j'ai trouvé ma niche, de manière organique, j'ai créé une société de services dans ce qu'on appelle le data management, tout ce qui est analyse de données d'essais cliniques avec un certain nombre de services. Donc, j'ai créé cette entreprise à la française, organique, sans investisseurs. Et c'est une société que j'ai pu monter au pic, j'étais à une centaine de personnes. Euh, et bon, je suis passé par quand même des hauts et des bas. On va dire, dans ma carrière d'entrepreneur, cette société, elle a failli mourir 8 fois. Donc là, il ne faut pas s'inquiéter en tant qu'entrepreneur. On passe par des moments de crise très, très difficiles et on se demande vraiment comment faire payer les salaires au mois suivant. J'ai eu une période pendant 5 ans où je ne savais vraiment véritablement pas comment payer les salaires de mon employé le mois suivant. 5 ans ça a Wow, duré. ça a duré pendant 5 ans. Oh. Et à Donc, chaque et fois, c'est chaque mois, tu trouvais une solution? chaque fois, oui, le bon Dieu me protégeait. Mais non, et après, on devient très philosophe. Et ça m'a apporté une énorme force de savoir qu'au bout du compte, tout s'arrange. Parce que Mm. quand on passe par 5 ans de ce genre de pression, les choses qui ne valent plus la peine ou les choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle de toute manière. Mais je suis très heureux que cette phase soit derrière moi parce que c'est quand même très difficile à vivre. Donc, cette société, j'ai pu la vendre 4,5 millions. Donc, ça prouve que, bon, il faut savoir que 90% des sociétés échouent la première année. Mm. Donc, il faut quand même avoir développé beaucoup de compétences internes, de force intérieure, de compétences techniques pour arriver à ce niveau-là. Donc, il faut énormément travailler. Ma période d'entrepreneur, je travaillais 70 heures par semaine, chaque semaine. Mhm. Et je me laissais quand même un jour de congé le dimanche parce qu'il me fallait un break, mais j'étais obligé de travailler 6 jours sur 7. Euh, oui, donc après, si on vend bien, ben on peut avoir un bon retour. Et d'ailleurs, comme j'étais en phase de divorce à ce moment-là, euh, tout ce que j'ai gagné de cette société, j'ai tout réinvesti sur l'autre société que j'ai incubée parce que je voulais pas avoir d'autres problèmes financiers avec l'épouse qui voulait tout me prendre à l'époque. Euh, et donc, j'ai tout réinvesti dans la société logicielle qui marche encore bien, qui s'est pas mal développée, mais que j'ai toujours pas vendue. Ah, d'accord. Alors, les inconvénients de l'entrepreneuriat. Le risque est très important, on peut tout perdre très facilement. Ça, c'est l'avantage de l'immobilier. C'est beaucoup plus difficile de se faire déposséder d'une maison que de perdre une société. Mhm. Euh, les risques sont très importants quand on est gérant d'une société. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Il faut travailler énormément. C'est très stressant. La vie personnelle souffre
Après, naturellement. ça dépend lesquels, parce que justement, Robert Kiyosaki, il a écrit aussi l'entreprise du 21e siècle. Mais bon, c'est un autre type de société. Euh, oui, enfin, tu as raison. Par exemple, j'ai une société d'immobilier, elle est très cool, ma société immobilier. Je travaille 5 heures par semaine et ça, c'est très cool. Mais quand tu es des sociétés où tu veux vraiment changer les choses et devenir le leader du marché, ou avoir une grosse plus-value, non, non, ça, il faut s'y mettre à 150%. euh, Oui, je suis parce d'accord. qu'il y a beaucoup de compétition. Et bon, tu as beaucoup aussi les attaques viennent de tout le monde, tu vois. Un concurrent, attaques judiciaires, contrôles fiscaux. Moi, j'ai eu des contrôles fiscaux de l'État de Californie, des impôts américains. Donc, je suis passé par tous et je suis arrivé à survivre, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Mais oui, ça Et te aussi, prend un temps fou et le temps, c'est précieux en fait. comment? Bah, oui, parce que ça te fait perdre aussi un temps fou. Et le temps, c'est précieux. Quand tu as un contrôle fiscal, j'imagine, Ouais, c'est mais quoi le plus c'est- gros, non, le plus embêtant? le, le temps n'est pas le facteur le plus important. Bien sûr que c'est un facteur, mais c'est surtout qui. Moi, l'État de Californie, quand ils m'ont d'abord audité, ils me demandaient 1,2 million de dollars. Ah oui, d'accord. Et, et ça m'aurait tué. On n'avait pas du tout cette trésorerie. Et Mm. après 3 ans, on a réussi à baisser la vente, je crois, à 100 000 dollars et on a pu survivre. Ouais. Oui, J'ai mais eu donc vous attaque étiez judiciaire. vraiment en tort parce que, enfin, un contrôle fiscal, c'est juste un contrôle. Vous n'êtes pas forcément en tort, en fait. Oui, mais là, tu sais, ils sont très malins. Ils trouvent toujours des règles que tu connaissais pas, que tu n'as pas appliquées. C'est difficile de s'en sortir. Les impôts, ça, je m'en suis bien sorti. À la fin, c'était juste 20 000 dollars, donc c'était pas grand-chose. Mais ça a pris quand même 2 ans. Mais ça m'a pas pris énormément de temps. Mais j'ai eu une attaque judiciaire compliquée, je vais quand même la raconter. Donc j'avais un de mes contractants, on dit, contractor. Donc Tes fournisseurs ou... un fournisseur. Donc j'avais un employé qui travaillait dans un de mes clients, Abbott, un gros client. Et, il faisait du code. Cet idiot-là, il n'a pas trouvé. Il a téléchargé un logiciel piraté parce qu'il pensait que ça allait l'aider pour ce projet. Hmm. Sauf que ce logiciel piraté, c'était en fait un piège. Cette entreprise le mettait exprès pour après poursuivre des entreprises infringement de copyright. Hmm. Donc, ils ont vu l'IP adresse d'iBot, ils ont dit, ouais, super, on a eu un gros poisson. Et donc, moi, je me rappelle un jour, notre gars se fait escorter à l'extérieur par la police. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ils avaient reçu une lettre comme quoi il avait téléchargé un logiciel piraté. Et en plus, ils avaient toutes les preuves. En fait, on est aux trois parce qu'en fait, il y avait trois fournisseurs les uns sur les autres. J'étais le fournisseur direct d'Abbott. Et ça a été. Et ces gens-là, ils voulaient 120 000 dollars. Waouh. Et bon, voilà. Encore, c'est une autre histoire. Mais au bout du compte, ça va quand même coûter 45, à peu près 50 000 dollars pour m'en sortir et beaucoup de stress. Mais ces choses-là arrivent tout le temps quand on gère une société, malheureusement, des choses qu'on ne peut pas du tout prévoir. Hmm. En même temps, il y a de temps en temps, il y a des cadeaux de l'univers. Je me rappelle, je ne vais pas dire qui c'était, mais j'avais un client qui est d'une énorme société, donc une grosse multinationale. Ils ont fait une erreur de comptabilité un jour et ils m'ont donné 200 000 dollars en trop. Ah, c'est sympa. Ah, j'ai jamais dit, j'en avais plus besoin qu'à l'époque parce que c'est grâce à ça que j'ai pu payer les salaires ce Tu te mois-là. dis, Ce c'est mois-là. un don du ciel. Mais bon, c'est un nom du ciel. Donc, on perd d'un côté, de temps en temps, on va gagner de l'autre et ça s'équilibre. Eh ben, Et donc, en fait, je me suis pas mis à la retraite à 40 ans, je me suis mis à la retraite à 45 ans. Je peux pas me plaindre. oui. En fait, ça s'est passé un peu par hasard.
plutôt à cause de raisons personnelles. J'ai cédé la direction de ma société de logiciels Clean Capture à quelqu'un de très bien qui gère encore la société. Donc, je suis au conseil d'administration là-bas maintenant depuis 6 ans. Donc, tout ce que je dois faire, ça me prend peut-être cette société par an, je dois y passer 40 heures par an. Donc, c'est vraiment rien du tout. Donc, quand tu as une société qui est bien managée, ça, c'est l'avantage. Mais bon, tu perds du contrôle en même temps. Je suis vraiment à la merci du patron de cette société. J'ai encore gardé 40%, mais je ne suis pas en contrôle. Ouais. Pour être en contrôle, faut passer beaucoup de temps. C'est une des réalités. Mm. Euh, euh, donc, en fait, ce que je me suis rendu compte à cette époque, c'est que même quand je manageais Clean Capture, donc je passais 70 heures par semaine et je me donnais un salaire relativement modeste parce que, bon, en tant que patron, il faut donner l'exemple. Mais ce que je me rencontrais, c'est qu'avec les 5 heures que je passais à manager mon immobilier, je gagnais beaucoup plus qu'en étant patron de ma propre société logicielle. En tout cas, au niveau revenu. C'est vrai que la société logicielle, le jour l'avant, si on a une belle sortie, là, je vais gagner beaucoup plus. Mais c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille que l'immobilier, c'était vraiment quelque chose de très bien. Et donc, après être sorti de ma société Clean Capture, j'aurais pu me dire, bon, allez, je reprends un nouveau challenge et je me remets patron d'une autre société, je recrée quelque chose. Mais en fait, j'étais vraiment épuisé. Mm. Je sortais d'un divorce très difficile, de situations personnelles compliquées. Le problème, c'est quand on est entrepreneur, on passe tellement de temps dans sa société que oui, la vie personnelle souffre et il y a des choses qu'il faut qu'on règle. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je prenne du temps pour régler des choses personnelles, me redonner une bonne santé, guérir certaines choses émotionnelles. Et je me suis rendu compte qu'en fait, avec mon immobilier, si je faisais un peu attention dans la manière dont je gérais ma vie, je pouvais très bien vivre de mon patrimoine. Et c'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris quand même 2 ans à, on va dire, être en paix. Parce que le problème, quand on était un hyper achiever, toujours go, 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 qu'on est habitué à cette adrénaline, que l'ego a besoin de se sentir important en étant patron, euh, en ayant beaucoup de contrôle. C'est comme ça d'une certaine manière, qu'on arrive à éviter à vivre le vide en soi, tu vois. Ah oui. Et ça m'a pris 2 ans à être en paix, justement, à pas être le boss, tu vois ce que je veux dire, et d'avoir Ouais. une vie un peu plus tranquille. Mais maintenant, je ne reviendrai pas du tout en arrière. Je suis très heureux comme ça. Et je suis très heureux d'avoir une vie tranquille, pour te dire la vérité. J'ai plus du tout de besoin Mais oui, de. parce que le temps passe, est-ce que tu veux justement nous parler un peu de ton projet au Costa Rica, si justement il y a certaines personnes qui veulent vivre cette expérience, parce que c'est une expérience assez intéressante que tu proposes, euh, genre d'immersion à la découverte de soi-même. Euh, Oui, tout à fait. Mais c'est aussi un style de vie. Par mon expérience, je me suis rendu compte que la vie en communauté, c'est quand même très intéressant. Et on s'apporte beaucoup les uns aux autres. Et je pense que ça fait partie de ma mission de vie de créer des communautés. Donc, le matin, si tu veux, dans la communauté TLM, TLM, ça veut dire fais ce qu'il te plaît. Ça vient de l'abbaye de Thélème de François Rabelais, avec Pantagruel et Gargantua. Et en fait, c'est des gens qui vivaient une vie d'inspiration. Ils étaient vraiment connectés à leur cœur, à leur lieu. Donc, en étant connecté à ton cœur, quand tu fais ce qui te plaît, ben, tu fais du bien tout autour de toi, dans la nature, avec les animaux, avec les plantes, avec tes compagnons et tes compagnonnes. Et donc c'est un peu le principe. On essaye de créer un cadre de vie positif où les gens peuvent vraiment vivre dans leur cœur. Donc le matin, tout le monde travaille plutôt dans la ferme, donc avec les animaux, dans le jardin.
on fait du maraîchage, on a un peu l'infrastructure du lieu, donc ce sont des choses vraiment très pratiques. Euh, le petit déjeuner, on le fait en commun, c'est là on se dit, OK, qu'est-ce qu'on a envie de faire aujourd'hui? Et le déjeuner aussi en commun. Mais après, l'après-midi, c'est champ libre où il y a beaucoup de partage. Donc, bien sûr, l'hygiène de vie pour nous est très importante. Donc, on peut faire du yoga, ou on fait du calisthenics, on fait de la méditation, des jeux, de la danse, donc peut-être de l'art. Donc, parce qu'en fait, dans la vie, les gens se sont oubliés maintenant. On est devenu tellement matérialiste. On n'a plus de temps pour soi. Mm. Je vois aux États-Unis, puisque j'y passe encore 2 ans par an, 2 mois par an. Et quand je vois des gens qui ont tellement d'argent, tellement de choses et qui vivent des vies d'esclaves. C'est jamais assez. Ils ont des belles maisons, super infrastructures, des voitures, mais ils sont toujours à droite, à gauche. Ils sont en état de stress permanent. Mm. Moi, je pense que l'être humain n'est pas fait pour vivre, enfin pour travailler comme j'ai fait. Enfin, ben, je suis heureux de l'avoir fait parce que ça me permet de vivre mon rêve aujourd'hui. Donc, j'ai payé en avance d'une certaine manière. Mm. Mais je pense qu'une bonne vie, un travail à mi-temps, c'est très bien. Et le reste, plutôt sur des choses créatives. C'est là où l'être humain se- peut vraiment être heureux. En Et effet, donc, c'est ce que je j'essaie suis contente d'apporter de aux autres. proposer. Et ça se peut être un peu un oasis où les gens peuvent se retrouver, guérir, être créatifs de nouveau, vraiment avoir des belles connexions humaines. Et non, donc je suis heureux de faire partie de ce projet. Et si un jour je vends ma société logicielle, je la vends bien. Maintenant, j'ai plus de 2 ans d'expérience là-dedans, donc c'était vraiment le pilote. Je Mhm. serai en moyen de l'étendre à plus grande échelle, même si c'est pas le but. Tu vois, je veux pas me créer une autre chose euh, un autre projet pour combler mon vide intérieur. Donc, je veux que Oui, ce soit quelque chose qui se développe de manière complètement organique, qui me fait plaisir et qui fait plaisir aux gens autour de moi. oui, oui. Et puis peut-être que ce soit toi qui donne l'impulsion à d'autres personnes de le créer justement là où ils sont. Comme ça, oui, c'est comme un feu qui se propage et sans que toi, ça te consume toi-même en fait. Tout à fait, j'ai pas du tout besoin d'être en contrôle. À un Mm. moment, j'écrirai un livre là-dessus, je donnerai toutes mes recettes, tout ce que j'ai appris, et que d'autres personnes aient leur propre projet, et qu'au contraire, on puisse s'entraider, faire des échanges les uns avec les autres. Je pense que le futur de l'humanité, c'est beaucoup de petites structures qui s'entraident. On a Complètement. vu que tout ce qui devient trop gros devient toxique. Oui, Et que je pense que et on voit ça dans la nature, c'est les petits animaux qui survivent alors que les gros animaux, ils crèvent tous. Donc je pense qu'il faut qu'on s'inspire de ça, qu'on soit plein de petits, petits, petits à s'entraider les uns les autres. Et c'est comme ça qu'on va réussir à survivre. Malheureusement, beaucoup des chocs qui nous pendonnaient en ce moment. je suis bien d'accord. Et c'est pour ça aussi que je fais ce sommet des leaders du 21e siècle parce que je crois vraiment que l'avenir passe aussi par la libération de chacun grâce à l'entrepreneuriat en fait. En devenant chacun autonome et en ayant chacun sa petite structure où on accomplit en fait sa mission de vie et où on s'épanouit et on crée de la valeur pour le monde. Et pour terminer d'ailleurs sur ce que tu proposes, cette expérience au Costa Rica qui a l'air très enrichissante, quelles sont les étapes si on veut te rejoindre? Qu'est-ce que faut... C'est très simple, les gens me contactent directement. Si vous faites un Google sur Vaillant Gico Télème, vous allez trouver des vidéos, des contacts. Et après, on a un contact personnel et on voit que si ça s'aligne, c'est aussi simple que ça. Bon, bah c'est super. Et il faut un budget? Il faut prévoir un budget ou comment ça se passe? Ou il faut juste avoir son billet d'avion et hop, on part à l'aventure. Ouais, c'est quelque chose depuis le départ, en tout cas dans la structure actuelle que j'ai financée. Peut-être que ça changera dans le futur, mais aujourd'hui, c'est juste un échange du cœur où la personne donne 25 heures par semaine de son temps.
Mhm. justement à travailler dans la ferme de permaculture. Et nous, on fournit le logement et la nourriture. Donc, l'avantage, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin de beaucoup pour vivre cette expérience. Génial, hein. Bah, merci beaucoup, Vaillant, pour ce superbe témoignage et très inspirant, je trouve. Donc voilà, j'espère que plus d'un se lanceront également dans cette belle aventure entrepreneuriale. Bah, en tout cas, merci pour tout ce que tu fais, Martine, et bonne chance pour ton événement. Et j'ai hâte de parler à tes participants. Merci beaucoup. À très bientôt, Vaillant. Au revoir. Au revoir.